avons également le plaisir d'accueillir Laurent Delbos. Vous êtes adjoint de direction Asile Plaidoyer à Forum Réfugiés, une association qui agit en France et à l'international pour l'accueil et l'accompagnement des personnes réfugiées, la défense du droit d'asile et de l'état de droit. Vous accompagnez des personnes demandeuses d'asile, réfugiés et mineurs non accompagnés à plusieurs étapes du parcours d'exil, du premier accueil à l'entretien à l'OFPRA ainsi qu'en centre de rétention administrative. Vous menez également des actions de sensibilisation et de plaidoyer à l'échelle nationale et européenne et publiez d'ailleurs chaque année un état des lieux de l'asile en France et en Europe qui est extrêmement documenté et complet. En réaction à la crise migratoire de 2015, nommée ainsi par les institutions européennes mais dénoncée par les associations comme une crise de l'accueil des États européens, l'Union européenne a exprimé sa volonté de réformer les règles communes entre les États membres en matière d'asile et d'immigration. Présenté 4 ans plus tôt, c'est finalement en 2024 qu'est adopté un nouveau pacte européen sur la migration et l'asile, un ensemble de plusieurs textes inscrivant des règles dans divers domaines: la procédure d'asile commune, les conditions d'accueil, la gestion des situations de crise migratoire ou encore le filtrage aux frontières extérieures. Après l'adoption du pacte, les États membres européens sont appelés à envoyer des plans nationaux de mise en œuvre pour une entrée en vigueur du pacte en 2026. Ce pacte, de sa présentation à son adoption, a été critiqué par de nombreuses associations de défense des droits des personnes exilées en France, en Belgique, en Espagne, et parmi lesquelles Forum Réfugiés, comme marquant une volonté non dissimulée de déresponsabilisation en matière d'asile, d'éviter de nouvelles arrivées en Europe grâce à une Europe forteresse. Pour d'autres raisons, le pacte et les textes qui le composent ont aussi été critiqués par des États européens, révélant des dissensions profondes et persistantes entre les membres de l'Union européenne, en particulier autour du dit mécanisme de solidarité rejeté notamment par la Pologne et la Hongrie. Laurent Delbos, je vous laisse donc la parole pour environ 40 minutes d'intervention pour nous expliquer ce que contient le pacte européen sur la migration et l'asile, ce qu'il vient réformer au niveau européen et son impact pour la mise en œuvre du droit d'asile en France. Merci beaucoup à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à s'exprimer sur ce sujet. Donc, et comme vous l'avez présenté, donc je parle au nom de l'association Forum Réfugiés, qui a été bien et brièvement présentée. Donc, je vais pas revenir dessus. Je vous indique juste quand même une spécificité de notre association, c'est d'être à la fois gestionnaire de dispositifs, dont on accueille 30 à 40 000, on accompagne 30 à 40 000 étrangers chaque année à travers nos actions, et également un acteur qui produit de l'expertise, de l'analyse, du plaidoyer. Donc ça, c'est assez unique dans le paysage associatif d'avoir ces deux facettes-là. Et cette action de plaidoyer et d'expertise, elle nous amène notamment à analyser les questions européennes avec notamment on est membre du réseau européen pour les réfugiés et les exilés, ECRE, de son acronyme en anglais, ECRE, qui est un réseau d'une centaine d'ONG au niveau européen, et on est impliqué dans d'autres réseaux européens. Donc on a aussi dans notre travail d'analyse ce focus sur les questions européennes. Et donc c'est au titre de cette expertise-là que je m'exprime aujourd'hui pour Forum Réfugiés. Euh, du coup, donc, on va essayer de répondre à la question, enfin, de décrypter un petit peu ce pacte et d'essayer d'amener quelques éléments de connaissance sur ce pacte pour mieux comprendre de quoi il s'agit à la fois sur le fond et puis essayer d'apporter aussi des petits éléments sur la mise en œuvre en France et le calendrier un petit peu pour que vous puissiez y voir plus clair sur ce sujet-là. Je vous préviens tout de suite que le titre de l'intervention qui se pose comme une forme de question, quel impact sur la mise en œuvre du droit d'asile en France? On n'y répondra pas de façon très claire et explicite dans ce webinaire, tout simplement parce qu'il y a énormément de points d'interrogation qui demeurent. Donc, l'interrogation demeure aujourd'hui. Quel est l'impact de ce pacte? Ça reste une question qui est posée. Et donc là, on va décrire un peu ce que dit le pacte et ce que ça peut laisser comme option possible, on va dire, d'application. Mais il y a beaucoup d'arbitrages encore qui doivent être donnés. On en reparlera un petit peu à la fin pour vous préciser où on en est et où on va à ce niveau-là.
L'autre point à bien comprendre quand on parle de ce pacte, c'est que c'est un sujet extrêmement complexe. Alors toutes les questions migratoires sont très complexes. Ce qu'a présenté Lucie avant sur la mise en œuvre en France, les évolutions législatives en France, c'est aussi extrêmement complexe. Euh, euh, et c'est à la fois complexe et parfois, comment dire, incohérent. Je le dis comme ça de façon un peu brute, c'est incohérent parce que c'est des évolutions de politique publique et ce qu'a décrit Lucie, c'est aussi une évolution au niveau national. Au niveau européen, on retombe sur les mêmes logiques qui sont des logiques d'affichage politique, d'objectifs de passer des messages politiques, parfois au détriment de toute rationalité et au détriment de tout sérieux d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que le pacte en lui-même, c'est un ensemble de près de 1000 pages. Hein. Donc, décortiquer le pacte, c'est décortiquer 1000 pages de textes juridiques, avec parfois des choses qui sont incompréhensibles, qui sont redondantes, qui sont incohérentes d'un texte à un autre, etc. Et donc, il y a un vrai sujet sur la complexité juridique et il y a une vraie inquiétude hein, qui a été exprimée par les associations pendant tout au long du processus législatif sur ce pacte, qui a été de se poser la question de quelle est l'applicabilité de ce texte. On n'y comprend pas grand-chose et comment les administrations, comment les juridictions, comment les organisations de la société civile vont pouvoir appliquer un ensemble de textes aussi complexes. Euh, et donc, ce texte, pour vous situer un petit peu le calendrier, hein, Laura en a dit quelques mots. C'est un texte qui est issu de plusieurs étapes, plusieurs réflexions du point de vue des politiques européennes. Effectivement, le point de départ, c'est un petit peu les épisodes 2014, 2015, 2016, avec des arrivées importantes, un niveau de demande d'asile extrêmement fort, avec plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015, notamment dans l'Union européenne. Et donc, les États membres qui ont demandé aux institutions de l'Union européenne de dire il faut réformer notre régime d'asile européen commun pour s'adapter à cette situation. Donc, ça a donné lieu à des premières propositions qui ont été faites en 2016 par la Commission, et finalement qui n'ont pas pu aboutir. Et donc, il y a une nouvelle proposition qui a été faite par la Commission en 2020, donc en septembre 2020 présentation par la Commission de ce fameux pacte sur la migration et l'asile dont on va parler. Donc quand on dit le pacte sur la migration et l'asile, hein, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est pas un seul texte qui s'appellerait le pacte sur la migration et l'asile. C'est un ensemble d'une dizaine de textes et c'est cette dizaine de textes qui va constituer le pacte sur la migration et l'asile. Donc ça, 2020, septembre 2020, et on a également par la suite un processus législatif qui a mis énormément de temps. Hein. Les États membres ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le fond. Et finalement, pour rejoindre l'idée que j'exprimais tout à l'heure d'un texte qui est très mal ficelé en réalité, enfin avec quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le départ, les États membres, la Commission européenne, tout le monde était guidé par une idée, c'est de dire on n'a pas réussi à réformer le système d'asile en 2016, cette fois-ci, il faut qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on va être jugé par l'opinion publique, etc., comme étant incapable de se positionner sur des questions migratoires au niveau de l'Union européenne. Et donc, pour les États membres et pour la Commission européenne, il était un peu question de quand même crédibilité de l'Union européenne sur la possibilité de porter des réformes. Et donc ça a amené en fait hein, les États membres et les institutions de l'Union européenne à se dire, bah, en fait, il faut qu'on trouve un compromis à tout prix. Il faut que, avant les élections européennes et le changement de commission qui interviendra en 2024, il faut absolument qu'on arrive à boucler ce texte. Et donc, ça a été fait. Ils ont réussi à boucler ce texte, puisque tout cet ensemble de textes a été adopté définitivement le 14 mai 2024, hein, donc juste avant les élections européennes et avant le renouvellement du Parlement européen. Euh, mais avec du coup quelque chose qui est pas très satisfaisant et donc en réalité la position hein, des acteurs de la société civile notamment était finalement au fur et à mesure du processus de se dire bah la meilleure chose qui pourrait arriver c'est que ce pacte ne soit pas adopté parce que finalement on arrive à un pacte avec énormément de recul pour les droits des personnes et des choses qui vont être très très compliquées et dont l'application demeure encore soumise à énormément d'interrogations. Voilà pour quelques éléments un peu d'introduction sur ce contexte. Maintenant, on va rentrer dans le détail de
quelques changements importants qui vont être apportés par ce pacte et par cette réforme. Donc c'est une réforme hein, qui vient, c'est une réforme en profondeur de l'ensemble de ce qu'on appelle le régime d'asile européen commun. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un régime d'asile européen commun qui est fondé sur un ensemble de textes, principalement issus de précédente réforme en 2013, avec des textes qui ont été adoptés à ce moment-là, mais aussi d'autres textes un peu plus anciens ou d'autres qui sont venus s'ajouter. C'est ce qu'on appelle le régime d'asile européen commun et qui s'impose hein, aux États membres d'une façon ou d'une autre, puisque le droit d'asile est une compétence de l'Union européenne, c'est-à-dire que les États ont accepté depuis 1999 de déléguer en quelque sorte cette compétence de fixer des règles communes en matière d'asile au niveau de l'Union européenne. Donc c'est des choses qui ont un impact direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui vont s'appliquer directement en France et sur lesquelles la marge de manœuvre sera assez limitée. Elle sera plus limitée qu'elle ne l'était dans le précédent régime d'asile européen commun, puisqu'il y a beaucoup de textes qui sont, que je vais vous décrire ici, qui sont des règlements européens et non plus des directives. La différence, hein, c'est qu'une directive, ça fixe quelques grandes lignes et c'est ensuite aux États de transposer ces directives et donc d'appliquer à leur façon, en quelque sorte, ces grandes lignes qui ont été fixées par des directives, sans avoir la possibilité d'être plus dur hein, que les directives. Les États peuvent appliquer un peu à leur façon, mais ils ne peuvent pas aller au-delà des limites qui ont été fixées par les directives. Là, on est sur des règlements pour la plupart des textes, c'est-à-dire qu'un règlement, c'est d'application directe. Donc, c'est-à-dire qu'on peut invoquer directement devant un tribunal une disposition d'un règlement européen, indépendamment de finalement ce que dit le droit français sur le sujet. C'est le règlement européen qui va avoir une valeur supérieure. Donc là, on a des règlements pour la plupart. Donc c'est un changement important aussi dans la nature de ces textes. Le premier règlement dont je vais vous parler, on va pas tous les décrire, hein, il y en a énormément, c'est très technique, donc je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes sur des textes un peu majeurs de ce pacte sur la migration et l'asile. Il y a tout d'abord un règlement qui est nouveau, qui s'appelle le règlement filtrage. En quoi consiste le règlement filtrage? Le règlement filtrage, c'est un texte qui vient imposer aux États la mise en place de contrôles sécuritaires et sanitaires pour toute personne qui serait interpellée aux frontières extérieures de l'Union européenne, tout d'abord. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle sanitaire et sécuritaire? C'est-à-dire que les personnes qui sont interceptées, par exemple, suite à un débarquement en Italie, à Chypre, à Malte, ou c'est ce qu'on appelle les frontières extérieures, ou bien qui arrivent en France, par exemple, aux aéroports, hein, dans un endroit en France, on a des frontières extérieures de l'Union européenne à travers les frontières aux aéroports, des personnes qui viennent d'un pays tiers à l'Union européenne. On est dans le cadre du franchissement d'une frontière extérieure. Donc là, les personnes qui arrivent et qui n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire seront soumis à une procédure de filtrage, donc de contrôle sécuritaire, c'est-à-dire contrôle les fichiers, etc., pour voir si la personne n'a pas déjà été repérée par tel ou tel service ou par tel ou tel et pas impliquée dans telle ou telle procédure, et contrôle sanitaire, c'est-à-dire de s'assurer de la situation de la personne d'un point de vue du point de vue de la santé. Et également hein, dans ce filtrage, l'idée de faire également un contrôle ou en tout cas une vérification des éléments de vulnérabilité des personnes qui se présentent. Donc dès le début, hein, dès ce filtrage, doivent être mises en place des procédures de détection, d'identification de la vulnérabilité. Euh, Sur l'aspect frontière extérieure, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue opérationnel? Alors c'est un filtrage qui doit être mis en place dans un délai maximum de 7 jours délais pendant lesquels les États seront amenés à mettre en place des mesures de privation de liberté. Ça veut dire concrètement qu'aux frontières extérieures de l'Union européenne, toutes les personnes en arrivant seront placées dans des lieux fermés dans lesquels on procédera dans les 7 jours à ce contrôle sécuritaire, sanitaire, identification des vulnérabilités. Au terme des 7 jours, il y a d'autres étapes qui viennent après, en fait, c'est-à-dire qu'au terme des 7 jours, on va aussi demander à la personne, finalement, qu'est-ce qu'elle souhaite entamer comme procédure en Europe. Si la personne indique qu'elle souhaite demander l'asile, elle pourra être maintenue
à la frontière dans ce lieu de privation de liberté pendant une période maximum de 12 semaines dans le cadre d'une procédure d'asile à la frontière. Si elle ne demande pas l'asile, ou bien si elle, je vous expliquerai tout à l'heure hein, sur cette procédure d'asile à la frontière, il y a des exceptions, etc. C'est un autre volet que je développerai tout à l'heure. Mais donc il y a la possibilité d'être maintenu 12 semaines après les 7 jours de filtrage, 12 semaines dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière, qui ne concernera pas tout le monde normalement. Et ensuite, pour ceux qui ne demandent pas l'asile, ou bien qui ont demandé l'asile et qui ont vu leur demande rejetée, partant du principe qu'ils n'ont pas d'autorisation pour rentrer sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, eh bien ces personnes sont soumises à une procédure de retour qui se passera elle aussi à la frontière, hein, ce qui veut dire que les personnes seront maintenues pendant des périodes très longues, puisque cette procédure de retour peut être menée dans un délai maximum, là aussi, de 12 semaines. Donc ça veut dire concrètement que ce règlement filtrage, il institue une forme d'enfermement assez généralisé et assez long, puisque on serait sur un enfermement qui pourrait durer 7 jours de filtrage, plus 12 semaines de procédure d'asile, plus 12 semaines de procédure de retour. Donc c'est cette période qui pourrait être la période pendant laquelle on enfermerait des étrangers aux frontières de l'Union européenne. Donc c'est un enjeu très important, hein. C'est presque l'enjeu principal hein, de ce pacte, c'est-à-dire que c'est un pacte qui vient reproduire en quelque sorte un modèle qui n'a pas fait ses preuves et qui a même largement échoué. C'est le modèle qu'on a appelé Hotspot. Hotspot, c'est ce qu'a mis en place l'Union européenne à partir de 2015-2016, c'est-à-dire de créer des énormes centres en Italie, en Grèce notamment, des centres qui sont toujours opérationnels aujourd'hui en Grèce et qui sont largement critiqués pour ce que ça implique en termes de violation des droits des personnes, de la dignité humaine, de respect des procédures minimales, de droit au recours, des garanties procédurales, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un système qui ne fonctionne pas et c'est pas Forum Réfugiés qui le dit, hein, c'est l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc une agence de l'Union européenne qui porte cette critique-là. Et c'est tout simplement factuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe notamment en Grèce, c'est des personnes qui sont enfermées pendant des durées extrêmement longues avec des difficultés énormes à demander l'asile et quand elles le demandent, des procédures qui sont extrêmement longues et qui sont insuffisantes en termes de garantie procédurale, donc vraiment des choses qui sont très néfastes pour la protection des personnes. Malgré ce constat, l'Union européenne a fait ce choix de dire on va généraliser, reproduire, développer ce modèle d'un enfermement massif et généralisé aux frontières de l'Union européenne à travers ce règlement filtrage. Ça pose également hein, tout un tas de questions un peu plus spécifiques sur comment, dans un lieu d'enfermement comme celui-ci, on sera en capacité d'identifier correctement les vulnérabilités. Comment seront formés les agents, comment les personnes, quel type de vulnérabilité seront détectées, avec quels outils, etc. Donc ça, c'est des points d'interrogation qui demeurent. Quelle sera l'assistance juridique dont pourront disposer les personnes? Il y a des choses qui sont mentionnées dans le pacte et dans ce règlement filtrage, mais qui sont malgré tout assez évasives et sur lesquelles il y a des marges de manœuvre assez importantes pour les États. Donc il y a un enjeu important d'information aux droits et d'accompagnement dans l'exercice des droits aussi qui va se poser. Des éléments aussi importants en termes de droit au recours, hein. Il y a tout un tas de procédures qui ne font pas l'objet de recours, notamment la décision par exemple de maintien en procédure d'asile à la frontière, de maintien dans l'enfermement, c'est pas susceptible de recours, c'est l'orientation qui sera faite après le filtrage. On sort ou on reste dans le lieu d'enfermement, bah, c'est des décisions qui sont extrêmement impactantes pour les droits des personnes et qui ne sont pas susceptibles de recours. Donc il y a aussi des inquiétudes par rapport à ce droit, qui est un droit fondamental aussi, le droit de pouvoir contester une décision, notamment une décision administrative, devant une juridiction. Et il y a aussi un autre point d'interrogation qui demeure autour du contrôle plus général du respect des droits fondamentaux dans ces lieux. Il y a la mention de mécanismes hein, de contrôle des droits fondamentaux qui sont précisés dans le règlement filtrage, mais là aussi de façon très évasive et qui laisse des marges très importantes aux États et sur lesquelles on ne sait pas aujourd'hui comment ce sera mis en place et est-ce qu'il y aura un vrai mécanisme de contrôle, de suivi du respect des droits fondamentaux dans ces lieux. Je précise une dernière chose sur ce règlement filtrage, un point qui est assez méconnu et assez peu discuté et qui a été assez peu discuté.
comme beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, que je vais décrire ici, comme je vous disais, on a été dans un processus très politique sur lequel finalement les enjeux un peu techniques comme ça sont un peu passés à la trappe. Un des points qui est un peu passé à la trappe, c'est qu'il y a sur ce règlement filtrage un article qui indique que ce filtrage dont je vous parle depuis tout à l'heure comme un élément des frontières extérieures, etc., eh bien, ça doit s'appliquer aussi aux personnes qui sont appréhendées de façon irrégulière sur le territoire des États membres. C'est-à-dire que la lecture juridique de ce texte peut amener à penser que toutes les personnes qui sont appréhendées aujourd'hui, des personnes qui sont appréhendées au titre d'un contrôle d'identité ou autre, et sur lesquelles on voit qu'ils sont en situation irrégulière, et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un filtrage au moment de leur entrée sur le territoire, eh bien ces personnes, ce que dit le règlement filtrage, c'est qu'elles doivent être soumises, elles aussi, à une procédure de filtrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on met en œuvre tout ça? C'est des inconnus, j'ai pas la réponse à ça. Est-ce que ça veut dire que toute personne arrêtée en France doit, aujourd'hui, il y a un dispositif de rétention, hein, mais qu'un dispositif vers l'éloignement? Est-ce qu'on va orienter toutes les personnes vers des centres fermés pour le filtrage? Toutes les personnes qui sont appréhendées, donc des dizaines de milliers de personnes appréhendées de façon irrégulière sur le territoire chaque année. Point d'interrogation, on ne sait pas, grand inconnu. Sur l'impact en France de ce dispositif, il y a cet inconnu sur l'application de ce règlement filtrage sur le territoire. On a un petit élément de réponse plutôt rassurant, mais malgré tout pas conforme au droit européen, hein, puisque cet article dont je vous parle, il est d'application obligatoire. Normalement, on n'a pas le choix de l'appliquer, mais il semble, d'après les informations dont on dispose, que la France réservera ce dispositif de filtrage aux frontières extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire en France? Ça veut dire que globalement, en France, ce règlement filtrage va amener surtout une réforme en profondeur de notre dispositif actuel de zone d'attente. Puisque le dispositif aujourd'hui dans lequel la France enferme des personnes lorsqu'elles se présentent à ses frontières extérieures, donc dans les aéroports internationaux et plus spécifiquement à Roissy et à Orly, qui sont les principaux aéroports de loin qui concentrent les placements en zone d'attente, eh bien, c'est dans ces lieux que sera mis en place cette procédure de filtrage. Donc ça suppose, hein, une réforme en profondeur, comme je vous le disais, pour tout un tas de raisons, hein, notamment parce qu'aujourd'hui, les conditions, enfin les durées sont pas les mêmes, les contrôles juridictionnels sont pas les mêmes, etc. Donc c'est ce dispositif de zone d'attente qui serait amené à changer principalement d'après les éléments dont on dispose et d'après la façon dont le ministère pour l'instant envisage, le ministère de l'Intérieur envisage de mettre en œuvre ce dispositif de filtrage. J'en arrive au deuxième grand volet de ce pacte sur l'immigration et l'asile, c'est l'adoption d'un règlement sur les procédures d'asile. Donc ça, c'est pas nouveau, hein, d'avoir un cadre commun sur les procédures. On avait jusqu'ici, notre droit est régi aujourd'hui par la directive qu'on appelle la directive procédure, qui date de 2013, donc qui est une directive qui a été transposée par les États membres, dont la France, hein, qui l'a transposée dans sa loi de 2015. Et donc là, on passe d'une directive qui laissait des marges de manœuvre aux États à un règlement. C'est un des aspects du changement. Et sur le fond, qu'est-ce que change ce règlement procédure? Tout d'abord, il y a tout l'aspect sur la procédure à la frontière. Euh, Puisque je vous expliquais sur le règlement filtrage qu'une partie des gens vont être orientés vers une procédure à la frontière. Et donc ce règlement procédure vient préciser les éléments, de savoir qu'est-ce que c'est que cette procédure à la frontière. Alors tout d'abord, qui sera soumis à cette procédure à la frontière? Globalement, les personnes qui sont enfin, qui relèvent d'un cas de procédure accélérée avec les personnes qui sont qui constituent une menace à l'ordre public, notamment. Voilà, il y a des cas comme ça. Et un cas important qui sera probablement quantitativement celui qui représentera le plus de procédures d'asile à la frontière, c'est toutes les personnes dont le taux d'accord dans l'Union européenne l'année précédente était un taux qui était inférieur à 20%. Donc globalement, on va maintenir à la frontière les personnes qui font une procédure, qui demandent l'asile et dont on estime, au regard des statistiques des années précédentes, qu'ils ont peu de chances d'obtenir l'asile, en tout cas qui sont soumis à un taux de protection qui est plutôt faible au niveau de l'Union européenne. Et donc c'est ces personnes-là qu'on va maintenir sur le territoire. A contrario, hein, les personnes
qui relèvent d'une nationalité dont le taux d'accord est supérieur à 20%, eh bien, ils pourront sortir de cette zone d'attente, zone de filtrage, on l'appelle comme on veut, zone d'enfermement en tout cas, dans lequel ils auront été placés à la frontière, pour, euh, pour pouvoir mener leur procédure d'asile sur le territoire de façon classique. Donc ça, c'est la situation avec une exception aussi qui est importante, c'est que seront dispensées de procédure à la frontière les personnes qui sont vulnérables. Ce qui pose toute la question que je disais tout à l'heure, comment on va identifier ces personnes vulnérables, avec quels moyens, quelle formation, etc. Sinon, sur les éléments importants qui changent aussi sur cette procédure à la frontière par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France, si on fait le rapport avec la procédure en zone d'attente, qui a été décrite tout à l'heure dans l'intervention de Lucie et dans les échanges qu'il y a pu y avoir un petit peu sur la zone d'attente. Aujourd'hui, on a une procédure en zone d'attente en France qui n'est pas une procédure qui revient à examiner au fond la demande d'asile et à attribuer un statut de protection. Aujourd'hui, on examine si la demande n'est pas manifestement infondée et si c'est le cas, on autorise la personne à rentrer sur le territoire pour faire une demande d'asile. L'OFPRA aujourd'hui ne délivre pas de statut de réfugié ou de protection subsidiaire en zone d'attente. Là, ça aussi, ça va être amené à changer puisque ce règlement de procédure impose maintenant une vraie procédure à la frontière au sens où il va y avoir, l'OFPRA sera amené à déployer un dispositif d'instruction complet à la frontière pour être en mesure d'examiner au fond les besoins de protection qui seront exprimés par la personne et à la fin de cet examen de déterminer si on octroie une protection ou bien on rejette la demande d'asile. Et si la demande d'asile est rejetée, il est prévu là aussi un dispositif de recours qui devra être mis en place à la frontière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la procédure qu'on a à la frontière, enfin un dispositif de recours, mais qui est un recours contre la décision de maintien en zone d'attente avec un tribunal administratif qui est impliqué, etc. Là, on aurait, a priori, c'est pareil, c'est des choix qui doivent être faits en France, mais a priori, une implication aussi de la CNDA dans ces procédures à la frontière. Donc, une vraie procédure d'asile, OFPRA, CNDA, vraie procédure d'asile avec malgré tout la nuance importante que je disais tout à l'heure, une procédure qui serait menée donc dans un lieu d'enfermement, de privation de liberté, ce qui est unanimement jugé par les acteurs de l'asile comme n'étant pas un lieu adapté pour mener correctement une procédure d'asile et examiner les besoins de protection. Et là aussi, c'est pas Forum Réfugiés qui le dit, c'est le HCR notamment qui s'est retiré des hotspots en Grèce pour ces raisons il y a quelques années parce que effectivement ils considèrent que c'est pas que ça devrait être quelque chose de très exceptionnel et que globalement c'est pas adapté de dire à quelqu'un qui dit je fuis des persécutions, j'ai subi des violences, etc. On dit ben on va vous maintenir dans un lieu fermé avec un accès compliqué à l'aide juridique, à l'accompagnement, aux soins, etc. Et on va estimer que c'est des conditions adéquates pour examiner votre demande d'asile. On ne pense pas que ce soit des conditions adéquates, mais c'est ce que prévoit le texte, en tout cas ce règlement procédure. Ce règlement procédure, il fixe également tout un tas de nouvelles règles sur les procédures qui seront applicables sur le territoire et qui vont modifier du coup notre droit et l'instruction des demandes d'asile. Il y a un point important de ce règlement procédure, c'est l'assouplissement de la notion de pays tiers sûr. La notion de pays tiers sûr, il ne faut pas confondre avec la notion de pays d'origine sûr, c'est des choses qui sont souvent confondues. Pays d'origine sûr, c'est quelque chose qui est appliqué en France, que vous devez connaître si vous travaillez dans le secteur de l'asile. C'est une liste de pays qui est fixée en France par le conseil d'administration de l'OFPRA et dans laquelle on va considérer que ça, les personnes qui sont originaires de ce pays, on va les placer en procédure accélérée parce qu'elles viennent d'un pays d'origine qui est considéré comme sûr et qui du coup implique qu'on puisse aller plus rapidement dans l'examen de sa demande. Ça, c'est notre droit actuel sur les pays d'origine sûre. Le pays tiers sûr, c'est une autre notion. C'est qu'on considère que le pays dans lequel est passée la personne, par exemple, un Syrien qui fait Syrie, Turquie et qui ensuite se retrouve en Grèce, eh bien, la Grèce peut considérer que on peut renvoyer, on peut juger la demande de ce Syrien irrecevable parce qu'elle est passée par un pays tiers, en l'occurrence la Turquie, que la Grèce considère comme étant un pays tiers sûr. C'est une notion, je vous cite cet exemple parce que c'est quelque chose qui est déjà appliqué aujourd'hui par certains pays européens. La directive procédure de 2013 permet
permettait déjà cette application d'un pays tiers sûr, du concept de pays tiers sûr, mais la nouveauté de ce règlement procédure, c'est que ça vient largement assouplir la définition d'un pays tiers sûr, avec un recul qui est quand même assez inquiétant, puisqu'il n'y a plus de référence à la Convention de Genève dans la définition des pays tiers sûrs. Dans la directive de 2013, globalement, pour le faire rapidement, on pouvait considérer qu'un pays était un pays tiers sûr quand les personnes pouvaient y être éligibles à une protection conforme à la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés. Donc on disait, bah, vous êtes passé dans un pays qui pouvait vous accorder l'asile conformément à la Convention de Genève avec une protection, et donc il y a pas de raison d'examiner votre demande ici, on peut vous renvoyer dans ce pays tiers. Là maintenant, et c'est assoupli avec pas de référence à la Convention de Genève et donc il y a juste cette notion d'une protection effective que doivent avoir les personnes dans ces pays. Mais donc il y a un risque d'extension, d'application extensive de cette notion de pays tiers sûr qui est quelque chose d'assez dangereux hein, du point de vue de l'asile puisque ça revient en fait. Si on dit la Turquie est un pays tiers sûr, la Tunisie est un pays tiers sûr, la Serbie est un pays tiers sûr, enfin, si on considère pays tiers sur les pays qui bordent de l'Union européenne, eh ben, on peut assez rapidement arriver à un système dans lequel on va juger une partie très importante des demandes comme irrecevables et donc on aura un recul très important tout simplement du droit d'asile en Europe. Les personnes vont voir leurs demandes jugées irrecevables et donc on n'aura pas d'examen au fond, on va juste simplement renvoyer les personnes vers un pays tiers dans lequel on va pouvoir, enfin, les personnes devront ensuite chercher une protection dans ces pays tiers. Donc c'est assez inquiétant, mais un élément malgré tout assez rassurant dans notre contexte français, c'est que a priori, donc le pays tiers sûr hein, de la directive de 2013 n'est pas appliqué. Aujourd'hui en France, la France avait fait le choix de ne pas l'appliquer. Ce règlement procédure laisse encore des marges de manœuvre. Là aussi, c'est une sorte d'anomalie un peu juridique de règlements qui sont rédigés un peu comme des directives en fait, avec beaucoup de marge de manœuvre laissées aux États. Et donc là, c'est plutôt intéressant puisque ça veut dire que la France ne sera pas obligée d'appliquer ce concept de pays tiers sûr et de ce qu'on en sait là aussi, la France va plutôt essayer de ne pas appliquer ce concept de pays tiers sûr, non pas par grande générosité de nos autorités publiques sur l'asile, mais parce que il y a des obstacles constitutionnels aujourd'hui. Il y a déjà eu des débats sur ce sujet-là. Il y a eu un avis notamment du Conseil d'État en 2018 sur ce sujet qui est venu indiquer que ça ne serait pas conforme à notre Constitution qui protège le droit d'asile. Hein. Le droit d'asile est un droit qui est garanti constitutionnellement et qui suppose que la France ne peut pas, au titre de notre Constitution, considérer qu'une demande, rejeter une demande sans l'examiner au fond. Elle peut le faire simplement dans le cadre d'accords avec d'autres pays européens. Hein. C'est ce qui permet la mise en œuvre du règlement Dublin aujourd'hui, où on peut renvoyer quelqu'un sans examiner sa demande, mais on ne peut pas le faire avec des pays tiers à l'Union européenne. Donc, a priori, ça n'est pas applicable dans le contexte français, ce concept de pays tiers sûr. Le règlement procédure rend aussi obligatoire plusieurs situations de procédure accélérée qui étaient facultatives pour les États. Et il étend aussi cette notion de procédure accélérée. Il étend cette notion de procédure accélérée sur certains points. Notamment, il vient mettre cette nouvelle hypothèse que je citais tout à l'heure pour la procédure à la frontière des demandeurs d'asile qui relèvent d'un pays dont le taux d'accord est inférieur à 20%, eh bien ces personnes seront placées en procédure accélérée. Donc là aussi, ça concernera pas mal de gens. Et également, sur un point, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont placés en procédure accélérée en raison d'une demande tardive, c'est-à-dire qui est exprimée au-delà de 90 jours après une entrée irrégulière sur le territoire de du pays, pardon. Là, il n'y a plus de notion d'entrée irrégulière. Même les personnes qui seront rentrées régulièrement sur le territoire seront tenues de faire leur demande dans ce délai de 90 jours, sinon elles seront placées en procédure accélérée. Donc on a une procédure accélérée, un règlement de procédure qui va
étendre le nombre de personnes placées sous procédure accélérée, qui est déjà aujourd'hui, ça représente déjà une part très importante hein, des demandeurs d'asile en France. On est autour de 40% de mémoire procédure accélérée aujourd'hui. Et donc, on va avoir des procédures accélérées qui deviendront la norme, hein, quasiment, en termes quantitatifs. Avec une conséquence majeure qui est impliquée aussi par ce règlement de procédure, c'est que il n'y aura plus d'automaticité du recours suspensif pour ces procédures accélérées. C'est-à-dire, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui en France pour les pays d'origine sûre. Aujourd'hui, les pays d'origine sûre, les personnes donc c'est une hypothèse de procédure accélérée aujourd'hui dans notre droit. Les personnes qui sont pays d'origine sûre ont une décision de l'OFPRA de rejet donne la fin du droit au maintien sur le territoire. C'est-à-dire elles n'ont pas de droit au maintien sur le territoire pendant leur phase de recours à la CNDA. C'est déjà le droit aujourd'hui, mais ça concerne une hypothèse de procédure accélérée seulement. La nouveauté, c'est que toutes les procédures accélérées seront soumises à ce dispositif-là, qui est un dispositif donc, qui met fin au droit au maintien dès la décision OFPRA. Et donc ça veut dire fin de droit au maintien, délivrance d'une OQTF, etc., dès la décision OFPRA avec une procédure qui existe dans notre droit et qui sera reconduite, mais qui est largement ineffective aujourd'hui, qui consiste à pouvoir demander, au moment où on va contester son OQTF devant le tribunal administratif, on va pouvoir dire je conteste mon OQTF et autre demande, je demande également à avoir une suspension de mon OQTF jusqu'au recours CNDA, parce qu'il y a des éléments sérieux dans ma demande d'asile. Mais aujourd'hui, on voit que le juge administratif n'est pas dans la capacité d'estimer le sérieux des demandes d'asile et donc, c'est quelque chose qui ne marche pas. Les personnes n'ont pas la possibilité d'avoir du droit au maintien jusqu'à la CNDA quand elles sont procédures accélérées pays d'origine sûre. Et ça concernera donc toutes les procédures accélérées à l'avenir. Je vois que le temps passe, donc je vais essayer d'accélérer. Sur les procédures, règlements procédures, on a également des enjeux importants pour ces procédures accélérées que je viens d'exprimer, puisque certaines procédures accélérées vont passer sur un délai de recours largement réduit. Alors ça concernera pas l'ensemble et la plupart des procédures accélérées, mais par exemple pour les procédures qui sont pour des procédures qui sont jugées irrecevables, par exemple sur les demandes de réexamen ou des choses comme ça, eh bien, il y a un recours qui sera compris entre de 5 à 10 jours seulement. Ça veut dire quand les personnes auront... Donc ça, c'est la marge qui est laissée aux États, hein. On ne sait pas comment la France transposera ce 5 à 10 jours, mais même si c'est 10 jours, ça veut dire qu'il faut, dans ces 10 jours, hein, mettre en place toute la question de l'aide juridictionnelle, etc., enfin, saisir la CNDA dans un délai très limité pour ces cas-là. Pour l'ensemble des cas, sinon la directive prévoit un délai de recours de 15 jours à un mois pour l'ensemble des recours, hein. Donc on pourrait à ce titre-là garder notre délai de recours d'un mois devant la CNDA qui serait conforme à ce nouveau règlement procédure. Le règlement de procédure prévoit également qu'il y ait une décision de retour qui soit prise dès la décision de rejet de l'asile. C'est-à-dire qu'en fait, ils imaginent un genre de concomitance entre, on vous dit, vous n'avez plus pas, votre demande est rejetée, et hop, vous avez parallèlement, immédiatement, une décision de retour, donc une OQTF dans le contexte français. La dernière loi de 2024 que décrivait Lucie tout à l'heure est venue un petit peu, en fait, déjà anticiper ça avec l'obligation qui est posée par la loi pour les préfectures de prendre une OQTF dans un délai de 15 jours hein, pour les personnes qui sont déboutées de l'asile. Mais on peut dire à la préfecture, vous avez 15 jours, vous avez 5 jours, vous avez 48 heures. Ça posera toujours la question de la capacité des préfectures à délivrer ces décisions aussi rapidement. Et donc, c'est des questions de moyens hein, plus que de textes juridiques finalement. Et un dernier point sur cette question du règlement procédure, c'est la représentation légale des mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on a un système en France de représentation légale des mineurs qui sont sans représentant légal, qui sont considérés mineurs non accompagnés, avec le système des administrateurs ad hoc, qui est quelque chose qui arrive un peu tard hein, dans la procédure. C'est-à-dire que la personne demande, la préfecture saisit le parquet, qui désigne un administrateur ad hoc, et donc cet administrateur ad hoc
arrive, est pas là dès le début. Avec le jeune, il n'est pas là quand le jeune est informé de ses droits, quand le jeune enregistre sa demande, etc. Là, ce que prévoit le texte, et c'est plutôt une amélioration pour le coup, c'est la possibilité de mettre, enfin pas la possibilité, l'obligation, pardon, d'avoir un représentant immédiatement dès le début. C'est-à-dire que avec un double système, on imagine avec un représentant temporaire qui sera déployé dès les SPADA, dès les GUDA, enfin on ne sait pas exactement comment tout ça sera mis en œuvre, avant que n'arrive ensuite le représentant légal un peu plus durable qui va être mis en place pendant la procédure d'asile. Donc ça, le ministère a pris ça en compte avec un vrai défi de se dire comment on va déployer des représentants légaux pour ces mineurs qui puissent être disponibles dès le début, avec cette idée voilà, d'un représentant temporaire, puis un représentant plus pérenne. Euh, sur la directive accueil, qui est un autre point important. Donc là, on est sur une directive et pas sur un règlement. C'est une directive qui vient remplacer la directive accueil actuelle de 2013. Cette directive accueil, elle change des choses assez importantes sur l'accueil et qui modifie aussi des éléments qui ont été décrits et développés tout à l'heure dans la précédente présentation. Tout d'abord, les conditions matérielles d'accueil devront être attribuées dès la présentation de la demande, c'est-à-dire la date qui va être prise en compte pour attribuer les conditions matérielles d'accueil, ça va être la date de présentation de la personne en SPADA avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Donc ça, une petite avancée, on prend en compte un peu plus tôt le fait que la personne est demandeuse d'asile et a droit au CMA. Euh, il y a par contre ça navigue entre quelque chose, des petites choses qui améliorent un peu, d'autres qui dégradent un peu la situation. C'est assez difficile là aussi de voir concrètement quelles seront les conséquences. Une autre conséquence, enfin un autre élément important, c'est pour les personnes sous procédure Dublin qui auront une fin des conditions matérielles d'accueil dès la notification de la décision de transfert et pas dès le transfert effectif vers un autre État. Donc là, c'est un recul, hein, pour le coup, c'est une durée moins longue de bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Et un point important sur cette directive accueil, c'est que elle vient en fait limiter très largement les cas dans lesquels on peut être privé complètement des conditions matérielles d'accueil. Le droit européen, et ce qui était décrit tout à l'heure par Lucie, et ce qui est mis en place en France, c'est qu'il y a un tas d'hypothèses assez larges qui amènent aujourd'hui 30 à 40% des demandeurs d'asile en France à être touchés par ces mesures, de situations dans lesquelles les États peuvent dire vous n'êtes pas du tout éligible aux conditions matérielles d'accueil. Cette situation dans laquelle l'État pourra dire vous n'êtes pas éligible, elle ne concernera plus qu'une situation, c'est la situation des personnes qui ont un comportement problématique dans les lieux d'hébergement dans lesquels ils ont été orientés. Donc les personnes qui sont violentes dans les lieux d'hébergement et qui relèvent de ces situations, eux, on pourra supprimer toutes les aides et toutes les conditions matérielles d'accueil. Pour les autres, les cas de retrait, de limitation, etc., ne pourront concerner qu'une partie des conditions matérielles d'accueil, c'est ce qu'on appelle l'allocation financière, qui se distingue de l'allocation journalière. Le droit européen, c'était déjà le cas en 2013, distingue dans les conditions, dans l'allocation, une allocation financière. L'allocation financière, elle peut être prévue en nature, c'est-à-dire que l'allocation financière, quand un État héberge quelqu'un, lui donne la nourriture, lui donne de quoi les kits d'hygiène, etc., etc., il y a des pays dans lesquels on héberge les gens, on leur donne tout dans les lieux d'hébergement et donc ils n'ont pas besoin d'une somme en plus. Ça, c'est l'allocation financière. Et il y a en plus prévu dans le droit européen une allocation journalière qui, elle, est une somme d'argent. En France, en fait, on avait fusionné les deux, allocation financière, allocation journalière, à travers l'ADA, qui couvre à la fois les deux besoins. Là, on va arriver sur un système dans lequel on va distinguer l'allocation financière qui pourrait être retiré dans les cas qui sont à peu près, enfin des cas comme aujourd'hui, des hypothèses de retrait pour tout un tas de situations. Par contre, dans ces cas-là, la France devra maintenir une allocation journalière, c'est-à-dire une aide financière minimale pour les personnes. Donc ça, c'est une évolution assez importante et qui sera assez favorable aux personnes et assez significative, puisque comme ça a été dit, on a plus d'un tiers des demandeurs d'asile aujourd'hui qui n'ont droit à rien. Bah, ce tiers de demandeurs d'asile, il aura droit à une allocation journalière et donc à une petite somme d'argent, sauf pour les cas de violence dans les centres d'hébergement ou dans lesquels on pourra
tout couper. Sur les autres, un autre point sur le dernier point sur la directive accueil, c'est des points qui sont mis dans le texte qui concernent l'idée d'une intégration précoce des demandeurs d'asile. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on met pas trop en place en France et on a du mal à imaginer ça, de se dire bah, la phase de demande d'asile, c'est un premier moment d'intégration et des personnes qui vont être reconnues réfugiés derrière, il faut quand même commencer un petit peu l'intégration pendant la phase de demande d'asile. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'intégration précoce? C'est deux volets qui évoluent dans cette directive accueil. Tout d'abord sur la question du droit au travail des demandeurs d'asile. Alors, le droit au travail des demandeurs d'asile, c'est quelque chose qui... Il y a toujours cette période de 6 mois. Enfin, aujourd'hui, elle est de 9 mois dans la directive accueil. Elle revient à 6 mois, mais c'est déjà ce qu'applique la France, 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, les personnes, les demandeurs d'asile, s'ils n'ont pas eu de réponse à leur demande, peuvent solliciter une autorisation de travail. La petite différence, c'est que d'une part, la directive accueil change le règle de calcul de ces 6 mois puisque ces 6 mois vont démarrer dès l'enregistrement de la demande d'asile, c'est-à-dire dès le GUDA, et pas au moment de l'introduction de la demande à l'OFPRA, ce qui était le cas aujourd'hui. Les 6 mois, ils démarraient au moment de l'introduction, ils démarreront un peu plus tôt, donc ça va un peu accélérer ce processus. Et là aussi, dans le texte, euh, la directive accueil insiste très largement sur la nécessité de prévoir un droit effectif au travail au bout de 6 mois, de ne pas mettre des obstacles liés à la situation de l'emploi, etc. Donc selon nous, ça amènerait quand même à ce que la France modifie son dispositif, parce qu'aujourd'hui, au bout de 6 mois, il n'y a pas de droit effectif au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un demandeur d'asile, il peut au bout de 6 mois demander une autorisation de travail, c'est-à-dire avoir une promesse d'embauche, avoir derrière des services de l'État qui vont lui dire oui, mais il n'y a pas de tension sur le marché de travail sur cet emploi-là, etc. Donc ça aboutit à ce qui est à peine 1% des demandeurs d'asile aujourd'hui qui accèdent au travail. Il pourrait y avoir un changement là-dessus et plutôt une extension du droit au travail des demandeurs d'asile, selon la façon dont la France le met en place. Et un autre élément d'intégration précoce, c'est également l'obligation de prévoir un accès aux cours de langue pour les demandeurs d'asile. Euh, Prévoir un accès, faciliter l'accès, c'est mis comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on aura des cours de français dans les cahiers des charges des CADA, dans le meilleur des cas, ou est-ce que ça veut dire qu'on aura simplement des CADA qui devront donner une liste d'adresses où les personnes peuvent faire des cours de français dans le pire des cas? Ça aussi, ce sera une question d'interprétation. On verra comment ce sera mis en œuvre. Euh, Je vous ouais, laisse, je oui, pour débordais. approcher de la conclusion, s'il vous plaît. Ouais, ok. Merci Alors, beaucoup. dernier tech que je voulais évoquer, c'est le règlement gestion, que je vais faire très rapidement. Le règlement gestion, c'est ce qui remplace le règlement Dublin. Ça le remplace sans en modifier l'essentiel, c'est-à-dire que seront toujours soumis à une procédure de transfert, de renvoi vers un autre État, les personnes qui relèvent de critères de responsabilité, parmi lesquels le critère de pays de première entrée, qui est celui qui est largement le plus utilisé aujourd'hui et qui demeurera le plus utilisé. Enfin, il n'y a pas de changement majeur là-dessus, hein, malgré ce qu'on a pu entendre, la fin du règlement Dublin, etc. Non, globalement, on aura toujours ce dispositif avec quelques évolutions, quelque chose de plus coercitif sur la prise d'empreinte, puisque ce sera à partir de 6 ans, la prise d'empreinte, et pas 14 ans comme aujourd'hui. Les États pourront faire cette prise d'empreinte de façon coercitive, donc on pourra obliger les gens à donner leurs empreintes. Ça, c'est les aspects un peu de durcissement. Par contre, il y a un peu des élargissements dans les critères où le règlement gestion amène à prendre en compte davantage les liens qu'il peut y avoir avec d'autres États pour décider du pays qui sera responsable, notamment des diplômes qui auraient pu être délivrés dans un État qui pourraient être quelque chose de déterminant. Il peut également y avoir la notion de famille, on peut avoir la famille dans un autre État. Aujourd'hui, il y a une vision très stricte de cette famille. Là, ça c'est un peu élargi. Par exemple, on prendra en compte des liens qui pourront être établis pendant le voyage, pendant le parcours migratoire. S'il y a un lien de dépendance avec la famille, etc. Donc, il y a plutôt un élargissement sur ce côté-là. Il y a des choses qui sont faites pour aller plus vite, plus efficace, notamment en cas de reprise en charge, c'est-à-dire quand la France renvoie quelqu'un vers un État dans lequel il a déjà une procédure d'asile en cours, déjà un enregistrement et déjà quelque chose qui a été entamé, c'est ce qu'on appelle la reprise en charge. Dans ces cas-là, la France devra simplement notifier aux États le fait qu'elle va renvoyer quelqu'un. Ils ne seront pas obligés d'attendre l'accord de cet État. On pourra simplement le notifier et ensuite renvoyer la personne dans cet état.
Et sur ce règlement gestion, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il y a aussi tout un nouveau mécanisme qu'on appelle le mécanisme de solidarité qui est institué avec quelque chose d'assez complexe, hein. C'est un peu une usine à gaz, mais avec chaque année, il y aura l'Union européenne qui fera des rapports sur la situation dans l'Union européenne et dans les pays pour estimer si oui ou non il y a une pression migratoire qui est trop importante, etc. Et en fonction de ça, seront décidées chaque année des réserves de solidarité, à la fois en termes de nombre de personnes et en termes de contributions financières, puisque le mécanisme de solidarité, quand il sera décidé au titre de ce processus qui sera mis en place chaque année par l'Union européenne, eh ben on décidera combien de pays chaque année doit soit relocaliser, c'est-à-dire les pays vont prendre d'autres demandeurs d'asile ou réfugiés dans d'autres pays européens. La France le fait déjà, hein, elle relocalise déjà certains pays sur des opérations un peu temporaires, ponctuelles, et donc là, elle pourra faire cette relocalisation de personnes, mais les pays pourront aussi, s'ils veulent pas mettre en place ça, faire des contributions financières pour l'Union européenne. C'est ce mécanisme de solidarité, hein, qui amène beaucoup de crispation des États. Voilà. Et donc les prochaines étapes en 30 secondes pour vous dire que aujourd'hui, effectivement, on est à l'étape où les États doivent fournir à la Commission européenne un plan national de mise en œuvre. La France a envoyé son plan national de mise en œuvre à la mi-décembre dans les dates euh, qui sont posées par la Commission européenne, avec malgré tout des limites, c'est qu'on n'a pas eu de consultation de la société civile sur ça, ou en tout cas pendant cette période-là. On a réussi à obtenir cette consultation la semaine dernière. Donc la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a reçu une quarantaine d'associations pour échanger avec eux sur ce pacte. On a réussi à obtenir de façon informelle une version de ce plan national. C'est ça un peu qui nous guide sur les pistes. Qu'est-ce que veut faire la France? On commence à avoir une idée, mais ça reste encore en off et de façon encore en construction. Et donc on verra ensuite comment la France envisage de mettre ça. Mais dans tous les cas, c'est quasi sûr, ça impliquera des changements législatifs, donc on ne pourra pas échapper à une nouvelle loi, à minima pour transposer, hein, ces nouvelles règles qui devront changer, modifier beaucoup d'articles quand même de notre droit actuel. Donc on aura d'ici les prochains mois, ou en tout cas pour que tout ça soit en place et opérationnel à l'été 2026. L'été 2026, j'ai pas précisé, je suis désolé, au départ c'est globalement le moment où tous ces textes devront entrer en vigueur et être mis en place dans l'ensemble des États. Donc on a encore un an et demi, un an, une grosse année devant nous pour ce processus et pour que ce régime d'asile européen commun change et s'applique en France. Voilà, je vous remercie.